Mesdames, Messieurs, bonjour, mon nom est Sébastien Saint-Pierre et bienvenue à cette autre édition de l'agriculture de demain de l'Institut Jean Garon. Aujourd'hui à l'animation, Monsieur Simon Bégin. Simon, bonjour Sébastien. Bien le bonjour à toi. Et je te laisse présenter le sujet et les sujets de l'émission d'aujourd'hui. Écoutez, oui, bonjour, merci à tous. Dans une émission précédente, on a déjà reçu Monsieur Pierre Julien, un agronome originaire du Québec, mais qui a que l'amour, si on peut dire comme ça, a amené en Suisse, où il vient de terminer une longue et fructueuse carrière. Alors, Monsieur Julien, bonjour, bienvenue à nouveau à notre émission avec Guy, votre copain Guy de Bailleul. Écoutez, lors de la première émission, vous nous avez déjà donné un portrait très intéressant de différences remarquées entre l'agriculture suisse et l'agriculture québécoise, notamment en termes de bien-être animal, où on a pu constater avec vous que le Québec accuse encore un sérieux retard par rapport à la Suisse en ce qui a trait au confort animal, au bien-être animal. Vous nous avez aussi un peu expliqué le mode de soutien de l'agriculture en Suisse. C'est un mode, je pense que nous, assis à l'Institut, on aimerait bien voir s'implanter au Québec, où les paiements à l'agriculture ne sont pas faits en fonction des volumes de production ou des superficies cultivées, mais en fonction des services rendus à l'agriculture. Et vous nous avez aussi expliqué une grande différence en ce qui a trait au transfert intergénérationnel des domaines agricoles, où en Suisse, quand il s'agit du fils ou de la fille qui veut reprendre l'exploitation, les transactions se font à la valeur qu'on dit de rendement et non pas à la valeur marchand. Alors, c'était quand même très intéressant d'entendre tout ça. Maintenant, on aimerait peut-être revenir avec vous, avec Guy, aussi sur toute cette question-là des paiements pour les services rendus à l'agriculture. Juste donner une idée, sur le budget de Suisse, fédéral suisse, de 5,5 milliards de francs suisses en soutien à l'agriculture, il y a 3,6 milliards qui sont en paiement direct liés à ces services agro-environnementaux. Alors, quand on compare ça aux quelques 360 millions annoncés dans le dernier partenariat Canada-Québec sur 5 ans pour les rétributions aux services agro-environnementaux, on voit qu'il y a loin de la coupe aux lèvres. Alors, Guy, je vous laisse avec M. Julien. Oui, bonjour Simon. On a effectivement évoqué un certain nombre de ces points-là lors de notre précédente rencontre. On a aussi souligné certaines comparaisons possibles entre l'agriculture suisse et l'agriculture du Québec. On s'est aperçu que, par exemple, du point de vue du territoire agricole, il n'y avait pas une énorme différence en termes de superficie disponible. On sait qu'au Québec, on a cherché à protéger ce territoire agricole depuis plus de 40 ans, que ça se fait pas toujours dans des conditions tout à fait optimales. Je pense que du côté de la Suisse, il y a aussi un souci de protéger ce territoire agricole, Pierre. Oui, c'est un souci qui date d'après la dernière guerre mondiale. La Suisse n'a pas participé au conflit. Par contre, les frontières étaient fermées et puis à ce moment-là, on a eu ce qu'on a appelé le plan Wallen, du nom de l'agronome qui avait mis en place ce système. Les parcs ont été labourés pour planter des pommes de terre. On a cultivé le moins de mètres carrés de façon à être capable de nourrir la population avec ce qu'on pouvait produire à l'intérieur du pays. Suite à ça, il y a un système qui a été mis en place qui est lié à ce qu'on appelle les surfaces d'assolement. Les SDA ou les surfaces d'assolement, c'est les meilleures terres agricoles suisses qui sont réservées à l'agriculture. Ça a été cartographié il y a une quarantaine d'années. On a choisi les meilleures terres. Elles ont été bien définies. Elles sont maintenant bien géoréférencées. Puis ces surfaces-là ne peuvent pas être construites. Sauf si un agriculteur veut construire une étable, un poulailler, bien sûr, là, c'est possible, mais pour toutes les autres activités humaines, on ne peut pas construire sur ces surfaces. Si on construit sur ces surfaces d'assolement, on doit compenser, c'est-à-dire qu'on doit créer d'une façon ou d'une autre une surface équivalente au mètre carré près de bonnes terres agricoles. Ça se fait, par exemple, là où on avait des décharges, où on avait des gravières qui sont ensuite remises en culture. On amène au moins 70-80 cm de bon sol en surface.
on s'arrange pour que ces sols soient très fertiles et puis on crée comme ça une surface de bonne terre agricole pour compenser là où on devrait, par exemple, construire une route ou comme ça. Chaque canton suisse, il y a 24 cantons suisses et demi-cantons, chaque canton suisse a un quota à respecter en fonction, c'est défini en fonction de la qualité des sols. Il y a, par exemple, dans le canton de Fribourg, 36 700 hectares qui doivent être préservés. Alors, tant que ce quota est préservé, il n'y a pas de problème. Si l'État, pour des raisons diverses, utilise ses sols agricoles et descend en dessous de ce quota, ne respecte plus ce quota, à moins que c'est, dans le canton de Fribourg, par exemple, à moins que c'est 36 700 hectares, là, tout se bloque. On peut plus construire, on peut plus rien faire, tout est complètement bloqué. Ça veut dire que par exemple, pour le développement domiciliaire, on peut pas, les villes ne peuvent pas compter sur le territoire agricole à proximité pour se développer. Pas sur ces meilleures terres agricoles. Faut faire attention, les surfaces d'assolement, c'est les meilleures terres agricoles. Et il reste encore une bonne partie du territoire avec des moins bons sols. Sur ceux-là, on peut construire. Et c'est vrai pour les autres types d'utilisation du sol, pour construire une route, une voie ferrée ou... Tout à fait. Les cantons peuvent, pour des projets d'importance cantonale ou d'importance, disons, nationale, ils peuvent éventuellement utiliser ces surfaces d'assolement. Mais ils doivent toujours avoir le quota dont je parlais. Ils peuvent utiliser la marge qu'ils ont au-dessus de ce quota pour ces projets d'importance nationale ou cantonale, mais aussitôt qu'ils arrivent au quota, ce qui est le cas dans la plupart des cantons, hein, ils ont plus de marge, à ce moment-là, on peut plus construire. Donc les sols agricoles sont très, très bien protégés, mais c'est devenu un outil de développement territorial aussi. Maintenant, la règle, c'est densifier, à cause de ça. Les villas, quelqu'un qui veut une maison, 2 garages, une entrée, unifamiliale en banlieue, ça devient très, très, très difficile pour ces raisons-là. Monsieur Julien, oui, allez-y, Guy. Oui, Simon, c'est vrai que quand on pense à nos 2 millions d'hectares cultivés, en fait, notre territoire agricole est plus grand que ça, mais 2 millions d'hectares cultivés, c'est un peu comme si on disait, ces 2 millions, on doit les conserver de manière quantitative, on peut pas tomber en dessous, c'est une référence intéressante. Effectivement. Je me demandais, M. Julien, ici au Québec, on a un peu en marge de la protection du territoire, on a un enjeu d'occupation du territoire. Il y a des phénomènes d'exode. C'est moins vrai maintenant, là, mais il y a quand même une problématique de villages un peu dévitalisés, d'attraction des villes. Est-ce qu'en Suisse, il y a un débat ou une problématique d'occupation du territoire? Pas à ce niveau-là. Hein. On est sur un pays qui est très dense, très densément peuplé. Tout est très près. Tu t'es jamais vraiment loin d'une ville en Suisse. Alors c'est pas des régions isolées où c'est difficile, par exemple, d'avoir un médecin qui vient s'installer. C'est très rare. Il y en a pratiquement pas. On évoquait tout à l'heure, Simon, les programmes qui prévoient des rétributions versées aux agriculteurs pour un certain nombre de services rendus. Et effectivement, le montant qui est alloué à l'ensemble de ces paiements, vous l'avez rappelé, est assez impressionnant. Mais en même temps, les exigences, les demandes qui sont faites aux agriculteurs suisses sont aussi assez élevées. Il y a notamment tout ce programme de prestations écologiques requises qui serait un peu, Pierre va nous en parler, mais c'est un peu de la conditionnalité environnementale. On sait que nous, on a beaucoup de programmes de soutien au Québec. Il y a des mesures de conditionnalité environnementale, mais qui sont très restreintes. Pour l'essentiel, c'est limité à l'obligation de produire un bilan phosphore, et ça va guère plus loin. Mais en Suisse, c'est beaucoup plus important. Oui, bien sûr, les paiements sont très importants, mais les exigences sont aussi là. Un agriculteur
pour toucher des paiements directs, une première règle, il doit respecter les lois. Il doit respecter la loi sur la protection des eaux, la loi sur la protection des animaux. Donc ça, c'est une exigence de base. Hein. Là, à partir de ce moment-là, il peut toucher des paiements directs. Mais il y a une autre exigence qui est très importante, c'est qu'il y a un certain nombre de règles qui doivent être respectées aussi de façon à ce qu'il puisse toucher ces paiements directs. Par exemple, un agriculteur va devoir avoir un bilan d'éléments nutritifs équilibré sur son exploitation pour l'azote et le phosphore. Donc, c'est-à-dire à la fois l'azote et le phosphore. Oui, on le calcule. On le calcule précisément pour chaque exploitation, chaque année, la production d'éléments nutritifs par les animaux, les besoins des cultures en place chaque année. Ça évolue d'année en année. Et il peut combler les besoins pour ces cultures. Donc, en plus de la production des animaux avec des engrais minéraux, donc des engrais de commerce, mais de façon à couvrir 100% des besoins, pas plus. Ça, c'est calculé, puis c'est une exigence. S'il ne respecte pas cette exigence, il y a une baisse de paiement direct à la clé. Il doit aussi réserver 7%, au moins 7% de sa surface agricole, on appelle la surface agricole utile, à la biodiversité, à ce qu'on appelle des surfaces de promotion de la biodiversité, des prairies extensives, des prairies peu intensives, des haies, ce genre de choses. Non seulement il doit respecter, il doit respecter ce 7%, il y a une série d'autres exigences aussi qui sont à la clé, mais en plus, l'agriculteur, s'il met une prairie extensive, il faut savoir qu'il va toucher une indemnité pour cette prairie extensive, en plus. Et si cette prairie extensive est de très bonne qualité, on mesure, on évalue ça, il y aura encore un bonus. Il y a toute une série d'exigences comme ça, quelques dizaines en fait, d'exigences qui doivent rencontrer de façon à pouvoir toucher ces paiements directs. Est-ce que il y avait une résistance de la part des producteurs à ce transfert, à cette évolution vers l'éco-conditionnalité, ou si ça a été bien accepté? Ah non, ça n'a pas été facile. Moi, j'étais là, j'étais déjà agronome là-bas quand ça s'est mis en place. Faut savoir qu'avant, l'État disait aux agriculteurs, en gros, produisez, nous on s'occupe du reste. Il y avait des prix qui étaient garantis. Alors, le prix pour le blé était garanti. Plus tu produisais de blé à l'hectare, plus tu gagnais. Alors, on avait une agriculture très, très, très intensive en Suisse, avec à la clé des problèmes environnementaux, avec des nitrates dans les eaux souterraines, du phosphore dans les lacs, etc., qui fait que la population commence à réagir et cette éco-conditionnalité s'est mise en place graduellement. Au début, c'était sur une base volontaire, puis peu à peu, c'est devenu pratiquement une obligation. Je sais pas si j'en ai parlé la dernière fois, mais il faut faire attention avec les chiffres, mais en moyenne nationale, les paiements directs qu'un agriculteur touche équivaut à son revenu net. Oui, on l'avait mentionné. Écoutez, on va s'interrompre brièvement pour une courte pause et après, on va revenir avec plaisir à l'entretien avec M. Pierre Julien. Merci. Soyez bien équipés pour mieux travailler avec le M7 de Kubota. La performance, le confort et la polyvalence de ce puissant tracteur se chargent de vos plus grosses tâches cette saison. Présentement, profitez d'options de financement avantageuses sur le M7. Consultez votre concessionnaire Kubota pour plus de détails. La vie agricole, ce n'est plus seulement un journal et ses 100 000 lecteurs. Découvrez aussi nos plateformes web sur www.lvatv.ca et écoutez nos podcasts dans 13 radios FM à travers le Québec et l'Ontario francophone, une portée de plus de 1,5 million d'auditeurs. La vie agricole, par son émission La Quotidienne, se répand partout en région pour parler des vrais enjeux du Québec. Depuis 1992, Première Moisson est fière d'être à votre table avec les produits inspirés des méthodes traditionnelles françaises. Venez découvrir la grande sélection de pains frais du jour, confectionnés par des artisans boulangers et mettant en vedette les blés du Québec. Visitez premièremoisson.com ou rendez-vous à la boulangerie la plus près de chez vous.
Chez Belle-Île, on met en valeur les ressources de la ferme pour soigner les animaux d'élevage. On appelle cela l'autonomie alimentaire à la ferme. Nourrir l'autosuffisance. Voilà comment nos conseillers vous aident chaque jour. Belle-Île Solutions Nutrition. On nourrit ce que vous mangez. L'encanteur René Hood peut vous aider grandement à obtenir le juste prix, que ce soit pour un troupeau de vaches laitières et ou pour la marchandise de ferme à vendre. Le travail d'une vie vaut la peine d'être confié à une équipe de professionnels. L'encanteur René Hood et son équipe de professionnels pour obtenir le bon prix dans un encan. Visitez encanhood.com. Alors, nous sommes de retour à l'agriculture de demain où nous avons le plaisir aujourd'hui d'échanger avec M. Pierre Julien, un Québécois établi depuis longtemps en Suisse en tant qu'agronome, qui nous parle du modèle agricole suisse. M. Julien, vous nous avez expliqué que la politique agricole suisse a fait un grand virage il y a quelques années déjà vers des paiements à l'agriculture liés à des conditions, à l'éco-conditionnalité. Respect de conditions environnementales, respect de l'environnement, respect de l'eau, respect des paysages et de la biodiversité. Et vous nous avez expliqué aussi que ce virage-là avait été fait suite à une prise de conscience, à des pressions de l'opinion publique suisse, des citadins qui disaient en gros, oui, on va vous soutenir les agriculteurs, mais vous allez respecter l'environnement davantage. Guy, je m'adresse à vous. Est-ce que vous pensez que, avez-vous l'impression que la population québécoise est rendue là ou est en voie de se diriger vers une prise de conscience de la nécessité d'un virage en agriculture vers l'éco-conditionnalité? Ou si on a encore le sentiment que les pauvres agriculteurs, il faut les soutenir, ils ont de la difficulté. On a encore vu récemment des appels à l'aide de ce type-là. Est-ce que on est parti, monsieur, mon cher Guy, vers un virage de cette nature-là au Québec? Ben, je pense qu'effectivement, il y a on peut le constater déjà depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, il y a eu des mouvements qui se sont mobilisés pour désigner en fait des productions qui semblaient plus problématiques du point de vue de la protection de l'environnement. Notamment, on pense à ce qui s'est passé autour des problèmes de pollution liés au développement de la production porcine. Il y a déjà dans les années 90. Ceci et donc ces pressions s'accentuent, ça c'est indéniable. On le voit à travers l'activité des groupes environnementaux. On le voit encore plus récemment à travers la prise de position de la Société protectrice des animaux, canadienne des animaux, qui récemment faisait encore une intervention sur la nécessité d'étendre aux animaux de ferme les mêmes exigences que pour les animaux domestiques. Donc il y a vraiment une évolution dans ce sens-là, mais j'ai l'impression qu'on n'en est pas rendu à ce point-là. J'imagine que si on organisait ce que les Suisses appellent des votations, on n'aurait pas forcément les mêmes résultats encore. Effectivement, on a ici au Québec un grand modèle dominant, maïs suisse, production porcine. On voit que c'est un modèle qui vacille présentement, mais faire tourner un tel paquebot, ça va être assez difficile. C'est d'autant plus, effectivement, ça se fera d'autant plus progressivement que c'est un modèle qui s'est mis en place pendant des décennies, qui s'est consolidé pendant des décennies. Donc, évidemment, on ne peut pas mettre une croix dessus du jour au lendemain. Mais bon, je pense qu'il y a, c'est des évolutions qui sont quand même perceptibles. Il y a des agriculteurs eux-mêmes qui ont envie de passer à autre chose. Quand on voit toute la dynamique, toute la réflexion qui se fait dans le secteur des céréales, aussi de toute la production biologique. Je pense aussi qu'il y a le besoin, peut-être aussi, que nos règlements soient, qu'ils soient appliqués aussi, c'est-à-dire qu'il y ait un contrôle qui soit exercé sur l'ensemble des mesures environnementales. Et ça m'amène à poser à Pierre Julien la question suivante, c'est que quand on voit la quantité d'exigences qui sont appliquées à l'agriculture suisse du point de vue environnemental, du point de vue du bien-être animal, on peut se demander, en fait, y a-t-il
un contrôle effectif du respect de ces mesures et qui est-ce qui exerce ce contrôle? Est-ce que c'est relativement efficace? Oui, écoute, ça fonctionne très bien. Bon, il y a quelques années d'expérience dans ce domaine. Les contrôles se sont mis en place progressivement. Il y a donc l'État dans chaque canton va gérer les inscriptions des bêtes, des surfaces chaque année pour les paiements directs, avec aussi ces surfaces de promotion de la biodiversité, ces surfaces proches de l'état naturel. Tout ça, c'est géré par les cantons. Tout est géoréférencé maintenant. L'agriculteur, chaque printemps, va indiquer où est-ce qu'il va mettre son blé, son orge, son seigle, ou je sais pas quoi. Et ensuite de ça, il y a des organismes de contrôle. Donc, ils touchent de l'argent pour les prairies extensives, il y a quelqu'un qui va aller vérifier que les prairies extensives, elles sont vraiment là, puis qu'elles ont aussi la qualité requise, etc. Donc, il y a des contrôles sur papier qui se font, les bilans d'éléments nutritifs sont aussi contrôlés. En fait, il y a certains contrôles qui sont aléatoires, mais en moyenne, les agriculteurs sont contrôlés une fois tous les 4 ans, précisément sur leur exploitation par des contrôleurs qui viennent en couple. Alors, par 2. Et c'est des associations d'agriculteurs qui sont mandatés par l'État pour faire ces contrôles. Et c'est les agriculteurs qui payent ces contrôles. Est-ce qu'on peut dire que c'était une sorte d'autocontrôle? C'est un type d'autocontrôle, oui. Il y a concernant la protection des eaux, il y a des exigences qui ont augmenté en lien avec la protection des eaux sur l'exploitation agricole. Ça s'est mis en place il y a 2 ans, l'année dernière. Maintenant, c'est en plein. On est en plein dedans. Les agriculteurs touchent pas de contribution pour ces mesures qui doivent être prises pour protéger les eaux sur l'exploitation, mais c'est contrôlé. Et c'est contrôlé par les mêmes personnes. Et il y a des sanctions qui sont effectivement prises? Il y a des sanctions Avant, c'était toujours un peu rigolo parce que en travaillant en agro-environnement, si tu avais un agriculteur qui respectait pas certaines règles en lien avec la protection des eaux, tu te retrouvais devant le juge lui servait une amende ridicule. Donc, tout le monde rigolait. Maintenant, ce qui se passe, c'est que s'il y a des cas comme ceux-là, ou si l'agriculteur ne respecte pas certains des engagements qu'il a pris pour l'éco-conditionnalité, on va lui diminuer ses paiements directs. Puis ça fait mal. Alors, il y a des barèmes précis pour tel manquement, il y a telle sanction et ça peut se chiffrer en dizaines de milliers de francs. On avait évoqué aussi lors de la précédente émission un certain nombre d'objectifs en ce qui concerne la gestion des pesticides. On peut avoir l'impression que la politique agricole suisse a des objectifs ambitieux de ce côté-là du point de vue de la réduction de l'utilisation ou de la réduction des risques associés à l'utilisation des pesticides. Oui, on parle de réduction du risque environnemental et pour l'homme de l'utilisation des pesticides, et l'objectif c'est de diminuer de 50% ces risques d'ici fin 2027. Alors, c'est plus bientôt, mais la pression est très, très forte. On a eu j'ai évoqué très rapidement à la fin de l'entretien la dernière fois, une votation qu'on a eue concernant 2 initiatives liées aux pesticides, où ces initiatives ont été refusées par 60% de la population, mais il y a quand même 40% des gens qui ont voté pour. Puis depuis, on a aussi un bon nombre de captages d'eau souterraine qui ont dû être fermés parce qu'il y avait trop de chlorothalonil, qui est un herbicide qu'on a beaucoup utilisé, qui est plus utilisé maintenant. Et on a des problèmes récurrents comme ça liés aux pesticides, et puis ça crée des tensions très fortes entre la population agricole et non agricole. Alors, un herbicide qui suscite beaucoup de débats, de polémiques, aussi bien au Québec qu'en Europe, c'est le glyphosate. Est-ce qu'il y a en Suisse aussi le même débat, ou est-ce qu'il est déjà interdit? Il y a un débat de ce type-là, mais disons les autorités représentant l'agriculture tiennent bon. Le glyphosate est toujours utilisé. Par contre, il faut savoir qu'on utilise
on n'a pas de Roundup Ready chez nous. Il n'y a pas d'OGM en Suisse. Alors, il n'y a pas non plus la même utilisation. On l'utilise pas non plus comme dessicant sur des céréales. Donc, l'objectif, c'est de diminuer l'utilisation puis de diminuer le risque. Mais pour l'instant, il reste autorisé. Sur un autre volet, tu avais commencé aussi à aborder la question des mesures qui sont prises en ce qui concerne l'épandage des lisiers ou la protection des fosses à lisier. C'est rendu aussi assez loin de ce point de vue-là. Oui, là on pense au gaz à effet de serre, on pense aussi à l'azote dans l'environnement. C'est un réel problème. Puis il y a des objectifs assez ambitieux là aussi pour diminuer les émanations d'azote vers les milieux sensibles. Les fosses seraient couvertes maintenant. Donc, chaque nouvelle demande de permis de construire, peu importe que ce soit pour une cabane de jardin ou quoi que ce soit chez un agriculteur, va l'obliger à couvrir sa fosse. À partir de maintenant, il y a des contrôles qui sont faits systématiquement et les fosses vont toutes devoir être couvertes, les fosses existantes. Et il y a l'utilisation des pandillards qui, à partir de l'année prochaine, il y a eu un long débat autour de ça. Les pandillards, c'est des épandeurs à tuyaux souples. Donc, on épand le lisier ou le purin sur les terres agricoles avec des grandes rampes où il y a des tuyaux qui traînent par terre et qui épandent le purin, le lisier comme ça de façon à éviter les odeurs et puis les émanations d'azote. C'est obligatoire sur toutes les surfaces qui ont moins de 18% de pente en Suisse et ces surfaces sont répertoriées. Chaque agriculteur a une carte avec les surfaces sur lesquelles il doit utiliser un pandillard. Écoutez, on s'approche vers la fin. J'aimerais peut-être discuter avec vous, M. Julien. Vous avez évoqué dans une précédente émission les échanges qui avaient eu lieu entre des agriculteurs suisses et des agriculteurs québécois. Les visiteurs suisses ici étaient un peu choqués par la façon dont était traité le bien-être animal, mais en même temps, ils étaient impressionnés par l'efficacité de nos entreprises. Si on regarde vers l'avenir, comment nos deux États, nos deux systèmes agricoles peuvent se collaborer, échanger davantage? Est-ce que, à votre connaissance, il y a des missions québécoises encore qui se rendent en Suisse et vice-versa, des Suisses qui viennent au Québec? Comment renforcer cette collaboration? Parce qu'il est clair qu'au Québec, on peut s'inspirer beaucoup de certains aspects du modèle suisse et c'est peut-être vrai aussi, mais à l'inverse, peut-être que nos amis suisses peuvent prendre des leçons ici au Québec sur certains aspects. Est-ce que il y a, si on regarde vers l'avenir, est-ce qu'il y a possibilité d'accroître ces échanges? Je sais pas, moi j'ai été relativement actif dans ce domaine-là. J'ai organisé 3 missions de ce type de Suisses qui sont venus au Québec. J'ai aidé aussi à organiser une... On se souviendra, Simon, que la commission Pronovo avait fait une halte aussi en Suisse. Mais ce qu'il y a, c'est que maintenant, les Suisses, ils font un peu de temps. Hein. Les Suisses sont en train de mettre en place des mesures dont l'idée leur est venue après les visites ici, comment est-ce que vous appelez la protection du revenu, l'assurance récolte. Hein? Et c'est en train de se mettre en place en Suisse, mais l'idée, elle a germé lors d'un voyage qui s'est fait ici en Suisse. Écoutez, c'est déjà tout. C'était très intéressant, M. Suisse. On vous remercie, Monsieur Julien. On vous remercie énormément de ces échanges. C'est très éclairant et sans doute qu'on pourra continuer à s'inspirer de l'expérience suisse. Alors, merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci, Pierre.